Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, ce mois-ci, pour nous accompagner, Fabienne Baucher, bonjour. Bonjour Christophe. Directrice adjointe de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en charge du pôle opération. Ensemble, on évoque. Alors, nous allons parler des moyens de paiement. Et puis, nous aurons la question de l'internaute sur le concept de robustesse. Au sommaire également ce mois-ci, le pôle de compétitivité Minalogique dédié aux technologies du numérique. Il est né à Grenoble il y a 20 ans et vient de passer le cap des 1000 projets labellisés et financés. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, face aux enjeux stratégiques de souveraineté numérique aussi, les défis sont encore nombreux. On parlera notamment de physique quantique. Explication dans un instant. Et puis nous plongerons aussi avec gourmandise dans l'univers des sirops Bigallet à Virieu-sur-Bourbre, avec plus d'une soixantaine de saveurs différentes, des ingrédients soigneusement sélectionnés, un savoir-faire ancestral, mais aussi un sens aigu de l'innovation. Bigallet, c'est la recette réussie entre la tradition, la qualité et la créativité. Du troc aux cartes bancaires en passant par les chèques, les moyens de paiement n'ont jamais cessé d'évoluer avec toujours les mêmes objectifs. Faciliter, accélérer, sécuriser les échanges commerciaux afin de répondre aux besoins croissants des consommateurs et des entreprises. C'est le sujet que vous avez choisi, Fabienne. On peut peut-être commencer par planter le décor ? Oui, alors on va commencer par les chèques. Donc les chèques, depuis 2012, les transactions par chèque ont diminué de 75%. Et en fait, chaque année, ça continue, on perd 10 à 15% de chèques utilisés dans les transactions. Alors, il faut relativiser ça, parce que si on raisonne en nombre, en fait, on parle encore de dizaines de millions de chèques qui sont échangés chaque année. Donc ça diminue beaucoup, mais on est parti de tellement loin qu'il en reste pas mal quand même. Après, on a les espèces. Donc les espèces, elles ont diminué elles aussi, mais c'est beaucoup moins drastique comme diminution. On a perdu à peu près 35% de retrait par carte au distributeur, et depuis 2012 aussi. Et c'est une diminution qui est de l'ordre de 2 à 3% par an. Et puis les espèces, ça a un côté rassurant pour les consommateurs. En fait, c'est concret, on l'a entre les mains. Pour certains, ça permet de mieux maîtriser son budget et puis c'est pas traçable, donc ça peut être intéressant aussi. Et puis vous avez les moyens de paiement qui progressent, donc il y a les virements et puis il y a les paiements par carte bancaire qui eux sont les numéros 1 dans l'utilisation en France. Alors précisément, parlons de la carte bancaire, ce petit rectangle de plastique qu'on a tous dans la poche. Là aussi, beaucoup d'évolutions. Alors oui, donc si on remonte aux années 70, donc il y a eu l'apparition de la carte bancaire qui était une carte bancaire avec une piste magnétique, donc que les grandes banques françaises mettaient à notre disposition, et en parallèle, elles installaient dans toutes les agences bancaires des distributeurs pour qu'on puisse retirer de l'argent avec cette carte. Après, dans les années 80, on a eu la carte à puce, donc la puce qui a remplacé la bande magnétique, et puis depuis 90, en fait, l'utilisation de la carte bancaire, elle n'a fait que croître avec des innovations comme là, aujourd'hui, on est en plein dans le paiement sans contact. Donc, on a commencé sur des petites sommes. Finalement, maintenant, ce verrou est en train de sauter. Et puis, les cartes bancaires sont rentrées dans notre smartphone, dans nos téléphones, dans ce qu'on appelle les wallets. Et puis, aujourd'hui, on a en 2025 un paiement sur 5 qui est réalisé via le mobile. Donc, on n'utilise plus la carte physique. Bon, à chaque évolution, chaque progrès son revers. Est-ce qu'il y a plus de fraude aujourd'hui avec l'augmentation de l'usage de la carte bancaire ? Alors, la carte bancaire, elle n'est pas plus propice à la fraude que d'autres moyens de paiement. Elle est même plutôt très sécurisée. Ce qui est propice à la fraude, c'est le fait qu'on soit dans la digitalisation des paiements, qu'on dématérialise en fait, qu'on ne soit plus présent au moment de l'acte d'achat. Donc depuis quelques années, donc le e-commerce a explosé en France. 30% des dépenses par carte bancaire sont faites
pour le e-commerce. Donc on voit bien que ça prend une part extrêmement importante. Et avec cette dématérialisation, en fait, on a des nouvelles fraudes qui sont apparues, et notamment la fraude par manipulation. Alors, une fraude par manipulation, c'est quoi? C'est un fraudeur qui va essayer d'obtenir de votre part des informations personnelles, vos coordonnées bancaires, et qui va essayer de vous faire valider des choses que vous auriez certainement pas validées si vous pensiez que ce n'était pas un fraudeur. Donc, c'est notamment ce qu'on appelle les fraudes aux faux conseillers bancaires, qui vous incitent à valider un virement qui va partir immédiatement sur l'étranger. Et là, voilà. C'est grave. Ça nous permet de rappeler qu'un conseiller bancaire ne demande jamais d'informations confidentielles au téléphone. Jamais. Ça, c'est le petit conseil au passage. Précisément, on va rentrer dans les coulisses. Comment ça fonctionne, les paiements par carte bancaire? Quels sont les acteurs qu'on imagine derrière un paiement par CB? Alors, déjà, il y a les banques. Les banques qui tiennent les comptes bancaires, donc les comptes bancaires des consommateurs et les comptes bancaires des commerçants. Donc, au cœur du système, il y a les banques. Après, vous avez encore plus au cœur du système, les réseaux de paiement, que sont Visa, Mastercard, pour les plus connus. En France, on a aussi le réseau carte bancaire. Et c'est eux, en fait, qui nous fournissent les cartes. Et c'est eux qui font fonctionner tous les flux qui s'échangent entre les banques pour qu'on puisse payer avec sa carte bancaire. Et puis, vous avez les commerçants qui, eux, encaissent les achats des clients via soit leur TPE, donc les terminaux de paiement électronique, soit via leur site de e-commerce. Alors, derrière tout ça, donc sans rentrer dans la technique, derrière tout ça, il y a énormément de tuyauterie informatique, parce qu'en fait, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit fiable, il faut que ça soit très sécurisé. Il faut le faire évoluer très régulièrement, puisque les fraudeurs sont très inventifs, donc il faut aussi être très inventif en face. Et donc tout ça coûte de l'argent. Donc qui dit argent, dit facturation. Donc il y a énormément de facturation derrière les paiements par carte bancaire. Vous avez les commissions que les banques prennent aux commerçants. Vous avez les commissions que les banques prennent entre elles, puisque selon qu'on soit la banque de l'acheteur ou la banque du commerçant, on se paye des commissions entre banques. Et puis vous avez surtout les commissions qu'on paye à Mastercard, à Visa, au réseau carte bancaire et à tous ces réseaux-là, qui eux nous permettent d'utiliser toute cette tuyauterie et tous les flux. Alors, dernière question, Fabienne, vous nous avez décrit les évolutions rapides avec, par exemple, le déclin progressif du chèque. Est-ce qu'on peut imaginer les futurs moyens de paiement, ceux avec lesquels on échangera demain pour compléter peut-être la carte bancaire d'aujourd'hui ? Alors, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est le virement, et notamment le virement rapide. Avant, quand on faisait des virements, alors on avait déjà les virements instantanés qui existaient déjà, mais il fallait donner les références bancaires, il fallait saisir un IBAN, donc ça mettait un certain nombre de freins. Aujourd'hui, vous donnez simplement un numéro de mobile, et avec le système Wero, par exemple, qui est largement diffusé en France et un peu partout en Europe, vous donnez un numéro de mobile, vous faites un virement, et dans les secondes qui suivent, vous avez l'argent sur le compte du bénéficiaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'avenir. Et aujourd'hui, c'est surtout utilisé entre particuliers. Demain, ça sera utilisé pour payer un commerçant, pour payer un artisan. Et puis, pour les paiements entre entreprises, ce moyen va se développer. Ça me semble inévitable. Les virements instantanés, donc. Oui, virements instantanés. Merci beaucoup. Merci, Fabienne. Je retiens la montée en puissance des wallets, les paiements par smartphone. Désormais, un paiement sur 5, nous disiez-vous. C'est ça. Allez, on va continuer à parler de transformation numérique puisque Grenoble est au cœur de ce sujet en matière d'innovation, notamment autour d'un acteur majeur qui est Minalogic. C'est un pôle de compétitivité qui vient de fêter ses 20 ans. Sa mission reste la même, être un catalyseur afin de faire émerger des projets innovants dans les technologies numériques. On va en parler avec Karen Amram-Prévost. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de Minalogic. On va détailler l'émission de Minalogic. En un mot, c'est un accompagnateur, Minalogic, un facilitateur. C'est un facilitateur, c'est un accompagnateur, c'est un fédérateur, c'est également un valoriseur, si je puis dire. Donc là, j'ai résumé finalement nos 4 missions que nous conduisons avec excellence, avec engagement, proximité, depuis déjà plus de 20 ans. Et il se trouve que, comme tous les pôles de compétitivité, nous sommes inscrits dans la loi depuis déjà plus de 20 ans et que ces missions, elles ne sont ni plus ni moins que notre mission, celle qui nous a été confiée. Une mission essentielle de Voilà. mettre en relation ou de permettre en fait à des porteurs de projets d'aller de l'idée jusqu'à l'exploitation
Jusqu'au de l'idée. produit. C'est-à-dire qu'on a d'abord été une usine à projet, ça c'était les premières phases, et maintenant nous sommes une usine à produit. De l'idée qui sort de la tête d'un cerveau en laboratoire, ou plusieurs, jusqu'à la mise sur le marché. On aura des exemples très concrets. D'abord, on va revenir un peu sur votre profil parce que c'est tout récent, votre arrivée à la tête Absolument. de Minalogic comme délégué général, c'était en janvier dernier. Vous succédez à Erasmia Dupanloup. Vous êtes issu de Polytechnique. Oui, j'ai fait mon doctorat à l'école polytechnique. Je suis numéricienne, physicienne et passionnée de technologie dès lors qu'elles soutiennent une cause. Et on parle d'innovation et l'innovation est un mot qui contient lui-même la notion de progression, de progrès. Donc en effet, j'ai un parcours qu'on peut penser surprenant, mais pas du tout, puisque j'ai travaillé sur la recherche technologique depuis 31 ans, essentiellement au commissariat à l'énergie atomique, aux énergies alternatives, depuis le domaine de la défense jusqu'au domaine du semi-conducteur, en passant également par l'assainissement, le démantèlement nucléaire. Et pourquoi Minalogic ? Pourquoi ? Parce que j'ai fait mes 3 dernières années prêtées au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Espace, où je me préoccupais beaucoup des très grandes infrastructures de recherche, comme les très belles que nous avons sur notre territoire, le SRF, le synchrotron, l'ILL, le MBL. Donc on a quand même un territoire très riche en la matière et qui est aussi très tourné vers l'industrie, puisqu'il valorise cette recherche auprès de l'industrie, donc auprès des citoyens. Et moi, j'ai eu envie de revenir d'abord par ici et d'être au plus près du terrain, au plus près des héros des temps modernes. Donc très aguerrie aux questions de recherche, d'innovation dans plusieurs secteurs d'activité. Donc parfaite pour cette mission qui est de renforcer encore la dynamique de Minalogic qui lie la recherche et l'industrie. Alors précisément, le rôle de Minalogic, ce pôle de compétitivité, on va rentrer un peu dans le détail, très spécialisé sur le numérique et l'avenir du numérique. Alors le numérique, c'est vrai qu'on se demande ce que c'est parce que ça englobe à peu près tout aujourd'hui, c'est très transversal. Donc Minalogic, c'est à la fois un moteur numérique et c'est à la fois un moteur de la transition numérique. C'est-à-dire que nous fédérons et nous animons un réseau, un écosystème qui va être leader et qui va proposer des solutions numériques du hardware, c'est-à-dire les tout petits composants que vous avez dans vos téléphones ou dans les ordinateurs, jusqu'au logiciel et en intégrant bien sûr l'IA aussi bien au plus près du composant que dans le logiciel. C'est toute la chaîne du numérique. C'est toute la chaîne de la valeur. Alors, Minalogic, fondé en 2005, on le disait, c'est quoi, 450 adhérents, beaucoup de profils différents d'ailleurs dans vos adhérents. Oui, alors moi j'aime bien parler d'ADN. Donc nous avons un ADN qui est passé de la triple hélice, c'est-à-dire où on rassemble l'enseignement supérieur, la recherche, l'industrie et les collectivités, à une ADN qu'on va peut-être qualifier de quintuple hélice, où là, on va ajouter les banques, les investisseurs qui soutiennent l'innovation, comme la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes, ou également des prestataires de services qui vont pouvoir accompagner nos entreprises sur tout autre domaine, ressources humaines, spécialisations diverses, juridiques, etc. C'est un collège un peu spécifique. Voilà. Cet écosystème dont vous nous parliez, finalement, oui. qui est rassemblé au sein de Minalogic avec des organismes de recherche, de formation, des laboratoires. Absolument, les laboratoires, on a 20 grands organismes, établissements de recherche, aussi bien des hôpitaux que le CNRS, l'Université Grenoble-Alpes, etc. Et nous avons sur les 450 adhérents, 380 entreprises. Donc c'est important de dire aussi qu'elles constituent, quelle que soit leur taille, vraiment le cœur, le noyau lourd de notre écosystème. Mais bien sûr, les laboratoires comptent des centaines de chercheurs, on ne va pas les comptabiliser. 3 sites, alors le site phare, le site de naissance, c'est bien sûr Grenoble, et puis il y a eu d'autres sites qui ont été agrégés, Lyon, Saint-Étienne, Valence, bientôt Annecy, voilà, Minalogic, SM. On va jusqu'à Clermont. Et ce n'est pas du tout un effort d'ailleurs quand on le fait, mais il faut quand même savoir que Minalogic a un ancrage bien sûr territorial, mais régional, très soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un rayonnement national et européen.
Petit bilan depuis 2005, donc sur ces 20 ans passés, à la croisée des chemins, donc vous le disiez, entre les start-up, les grands groupes, les centres de recherche, les universités, les collectivités, tout ça a permis de générer quel type de projet et combien de projets ? Alors, on a dépassé le millier, vous l'avez dit. Ça, c'est les données 2025. En 2026, on sera déjà bien plus loin. En matière d'investissement, il faut retenir le chiffre 3. C'est-à-dire que quand l'État, le public investit 1 euro ou 100 euros, on multiplie par 3 finalement l'investissement R&D. Et ça, c'est énorme. Il y a un véritable impact. Surtout quand on voit les chiffres, parce que depuis 2005, c'est 1,2 milliard d'euros d'aide publique pour quasiment 3 milliards d'euros d'investissement au total. Donc c'est le fameux levier 1 à 3 dont vous parliez, avec ces 2 grands axes d'action finalement pour Minalogic, qui est l'accompagnement et puis le développement vers les marchés. Oui, c'est ça, la création de valeur, les levées de fonds publics et privés, le savoir-faire, la valorisation, la mise en relation, et vraiment tout ça dans l'esprit très collaboratif. Vous savez, si les pôles de compétitivité ont été créés de cette façon-là, c'est tout simplement sur un modèle qui existait déjà à Grenoble. Et ça, c'est bien de le savoir et de le rappeler. L'histoire n'est pas un hasard. Absolument. J'aimerais qu'on fasse un zoom particulier sur le défi Astérix. Alors, ce n'est pas le petit Gaulois de Goscinny, mais c'est un programme autour de cette notion d'entreprise sans usine. Expliquez-moi. Oui, alors, quand même une précision, Astérix, c'est un projet européen qui rentre dans le cadre de la fameuse CHIPS GU, excusez-moi du terme, mais il faut savoir que nos stratégies nationales s'alignent avec des stratégies européennes qui sont absolument cruciales pour notre propre souveraineté. Et le semi-conducteur est un élément majeur à cette souveraineté. Oui, c'est CHIPS, pardon de vous couper, c'est bien ces centres de compétences précisément en microélectronique. Voilà, le cœur deep tech, comme on sait le dire, de notre région historique. Donc Astérix, c'est un projet qui, en fait, va mettre à profit de tas d'entreprises qui ne sont pas forcément celles du semi-conducteur, le moyen d'améliorer leur performance tout en diminuant leur consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les accompagner pour qu'elles rentrent dans comme une boussole et avec un canal qui va les orienter soit vers la formation, soit vers la production d'un produit vraiment meilleur. Voilà, l'objectif, c'est de former ces entreprises ou carrément de les accompagner. Exactement. Nous, on a plutôt, avec Minalogic, l'aspect accompagnement dans l'innovation. Et certains de nos partenaires vont plutôt les former. Voilà. Et pourquoi c'est important ? C'est parce qu'elles vont pouvoir utiliser également les grandes industries du territoire pour faire croître leur compétitivité. Donc l'accompagnement technique et économique des entreprises, là encore une fois, de l'idée initiale jusqu'au produit commercialisable. C'est ça, Astérix. C'est un budget de 5 millions d'euros sur 4 ans, donc on voit bien que c'est quand même assez... ça doit aller vite aussi. Ça doit aller vite, mais derrière ces grands chiffres se cachent aussi des ambitions chiffrées. Donc c'est former plus de 300 dirigeants en 3 ans, 400 ingénieurs, et accompagner une centaine d'entreprises qui veulent croître et créer une valeur encore plus sûre. J'ai parlé de souveraineté au démarrage. Astérix, c'est aussi la façon de se développer de façon souveraine. Mais dans ce domaine du numérique, de toute façon, on parle beaucoup de souveraineté parce que la compétition internationale est rude et donc celui qui sera à la traîne perdra la compétition. Oui, absolument, mais il n'est pas question de la perdre. Alors précisément, il y a un autre grand défi sur ces questions-là, c'est le défi du quantique, la physique quantique dont on parle beaucoup à Grenoble. Alors vous allez nous expliquer simplement pour qu'on comprenne, qui étudie le quantique, ça étudie le comportement des particules à l'échelle nanométrique, c'est ça ? Oh oui, voilà. C'est très bien dit. Alors, tout petit. Alors, l'échelle nanoscopique, c'est tout petit, c'est de l'ordre, jolie ma note, du milliardième de mètre. Donc, c'est 100 000 fois
plus petit que l'épaisseur d'une feuille de papier. J'ai juste? Voilà, c'est ça, vous êtes très bon. Expliquez-moi. Alors, la physique quantique, tous ceux qui ont fait des études en sciences en ont mangé quand ils étaient plus jeunes à l'école. Ça a été mon cas aussi. On se demandait à quoi ça allait servir. Eh bien là, on y est, ça sert. C'est-à-dire qu'on va parler d'une théorie qui était jusqu'à présent justement très théorique, et cette théorie va devenir applicable, opérationnelle. Alors à quoi elle va servir? Elle va servir à dupliquer, multiplier nos performances, aussi bien dans le calculateur quantique. Maud Vinet de Kobli en parlerait bien mieux que moi, mais aussi dans pour on va dire, renforcer la défense et la sécurité avec des capteurs extraordinaires qui verront plus vite, qui préviendront plus tôt et qui pourront également ne pas être détectables. Je parle à des sous-marins dans lesquels on aura accroché en dessous des systèmes de type GPS qui n'en sont pas en fait. Voilà. L'objectif, c'est bien de mettre au point, alors sur le numérique, des ordinateurs qui seront infiniment plus puissants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, en matière de calcul logarithmique, par exemple. Très bien, et typiquement pour le problème que vous mentionnez tout à l'heure, le quantique permettra de pallier ces difficultés encore mieux. Mais encore faut-il pouvoir très rapidement fabriquer un ordinateur quantique, et avec ce qui se passe à Grenoble et notamment la technologie développée par Kobli. Alors Kobli, une entreprise du réseau de Minalogic qui est avec nous depuis toujours. Kobli, c'est le pionnier français en calcul quantique. Hein. C'est ça qui a levé une série A avec 115 millions d'euros, donc c'est très récent. On le sait tous et on s'en réjouit. Kobli a été accompagné au tout début pour ses premiers pas, pour ses levées de fonds privés. Et donc c'est pour nous un grand plaisir de voir ce chemin parcouru. Oui, alors l'avantage qu'a Kobli, c'est que une fois les verrous technologiques qui sont en train d'être levés très très vite, Kobli pourra très rapidement industrialiser cette fabrication qui repose sur des technologies FDSOI qui sont absolument maîtrisées c'est le chez quantique nous. sur les puces de silicium, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, exemple aussi, alors les exemples dans les secteurs, c'est innombrable. Dans tous les secteurs, le quantique peut révolutionner les choses. Dans le secteur médical, par exemple, pour tester des nouveaux futurs médicaments. Oui, absolument. La défense, le médical, la sécurité, en fait, toutes ces problématiques qui nous préoccupent, mais qui sont absolument importantes pour les développements sociétaux qui sont les nôtres. Parce qu'on parle de l'ordinateur quantique, mais il y a des tas d'objets quantiques. Oui. Voilà, c'est des tas d'objets, des capteurs qui vont pouvoir être utilisés, comme je vous le disais, aussi bien par des bateaux que par des avions, etc., etc. Passionnant, et on parle là de souveraineté européenne, hein, parce qu'évidemment tout ça se traite à l'échelle européenne. Oui, alors on est très en avance au niveau du quantique sur notre région, notre écosystème. Juste pour vous donner un petit exemple, à Minalogic, ça fait déjà 4 fois que nous provoquons un événement majeur sur le quantique, où non seulement on donne des conférences sur le dernier cri en la matière, mais surtout on fait rencontrer les acteurs de notre écosystème pour qu'ils puissent ensemble avancer plus vite. Le 5e événement aura lieu en décembre à Grenoble le 17. Cocorico. Et oui. Bon, on parlait quand même de souveraineté, je veux qu'on s'y arrête juste une seconde, hein, parce qu'il s'agit aussi de réduire nos dépendances à des technologies, à des fournisseurs étrangers. C'est aussi stratégique. C'est stratégique, c'est la résilience, et c'est également, donc, en plus de réduire notre dépendance, c'est peut-être aussi de choisir celles pour lesquelles on n'aura pas le choix, et c'est également prendre un train d'avance et mettre en avant tout ce que nous savons faire mieux que les autres. Donc il y a une question d'accélération, il y a une question d'incontournabilité, et il y a la cybersécurité. Donc moi je voudrais dire un mot là-dessus. Qui dit souveraineté numérique dit cybersécurité. Et aujourd'hui, notre région, nous avons beaucoup de chance aussi, est très active en la matière. Et nous avons des acteurs majeurs qui vont permettre aussi à Minalogic d'accompagner toutes les entreprises vers le bon chemin de la cyber avec des protections souveraines. C'est la sécurité qui vous parle, Fabienne, évidemment. Voilà. Bien sûr. On voit bien que tous les secteurs sont potentiellement concernés.
Karen, merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Minalogic à Grenoble, un pilier de l'écosystème français de l'innovation numérique. Plus d'1 millier de projets labellisés, financés depuis 2005. Cela représente, on le disait, 3 milliards d'euros d'investissement et les défis sont encore nombreux. Merci. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr. Aujourd'hui, Michael veut des précisions sur la notion de robustesse en matière d'économie. Alors, la robustesse, donc ça va rejoindre les sujets qu'on a vus précédemment. Donc, le concept de robustesse, c'est un concept qui a été popularisé il n'y a pas très longtemps par des enseignants-chercheurs, et notamment par Olivier Hamant, qu'on a pas mal entendu dans les médias. Alors, c'est un chercheur en biologie, c'est un chercheur qui a observé la nature et qui a posé ce concept de robustesse en disant que nos sociétés humaines, en fait, elles pouvaient peut-être s'inspirer du fonctionnement de la nature. Alors, il a commencé par décrire le fonctionnement des espèces animales, et dans les espèces animales, il y a l'humain, et les espèces végétales. Et il a dit, en fait, le fonctionnement de ces espèces, elle est non optimale, elle n'est pas ultra performante, mais par contre, elle est robuste. À l'inverse, il a montré pourquoi, selon lui, en fait, nos sociétés, nos organisations, qui sont basées sur une optimisation extrême, en fait, seraient fragiles. Alors, la robustesse, plus précisément, si on essaye de faire une définition pour des non-chercheurs, c'est la capacité d'une plante, d'une espèce, d'une organisation à vivre, à rester vivante, à se développer, malgré les fluctuations de l'environnement. Pour Olivier Hamant, les êtres vivants ne sont pas optimaux, ils sont même sous-optimaux. C'est un concept. Au lieu de mettre l'accent sur l'ultra-performance, il conserve des capacités, des marges de manœuvre et des capacités d'adaptation. On va prendre un exemple, les plantes. Si elles étaient ultra-performantes, elles seraient noires, comme les panneaux photovoltaïques sur nos toits. Alors, bien sûr, on a tous constaté qu'a priori, elles n'étaient pas noires. Donc, elles sont plutôt vertes en général. Ça leur permet, en fait, d'être plus résilientes, d'être moins fragiles par rapport aux variations de l'environnement. Entre les saisons, entre l'été, l'hiver, il n'y a pas la même lumière. Entre la nuit, le jour. Donc, elles arrivent en étant... quelque part en gaspillant des ressources, en ne les utilisant pas, finalement, à se protéger contre ces variations-là. Alors, une fois qu'on a parlé des plantes... Pour le monde économique. Voilà, c'est ça. Comment on fait le parallèle? Voilà. Donc, sur le monde économique, c'est un concept qui peut être intéressant à regarder. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est par exemple une usine qui va... La tradition depuis plusieurs années, c'est de dire pour qu'une usine soit performante, il faut qu'elle travaille à flux tendu. Donc, elle est ultra performante. En revanche, s'il se passe le moindre aléa, une panne, une commande extraordinaire, quelque chose qui n'était pas prévu, elle n'a aucune capacité d'adaptation. En tout cas, elle a une capacité d'adaptation qui est très limitée. Donc ça peut mettre en lumière cette notion de robustesse versus l'ultra-performance. Et puis on peut prendre un autre exemple dans l'agriculture, ce sont les semences qu'on va sélectionner pour qu'elles soient ultra performantes dans un environnement donné, par exemple un environnement très sec, donc elles vont être très rentables dans cet environnement-là. Sauf que si cet environnement il fluctue, et on voit notamment dans nos latitudes, on a des années qui sont très humides, des années qui sont très sèches, et les années se suivent et se ressemblent pas. Et finalement, ces semences qui sont très spécialisées, elles sont peut-être plus du tout adaptées et finalement pas si rentables que ça. Donc, une fois qu'on a posé ces exemples, on se rend compte, et surtout quand on écoute ce qui se dit dans les médias, il y a une espèce de polémique un petit peu sur le sujet, où on dit, oui, mais il y a les tenants de l'ultra-performance, de l'optimisation maximale, et puis il y a les tenants de la robustesse. Moi, en conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est intéressant quand même de regarder ce concept-là, et puis de voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement. On a besoin de performance dans une entreprise, c'est évident. Mais peut-être que cette notion de robustesse, elle peut être complémentaire. En tout cas, il y a un équilibre à trouver entre ces deux éléments. Très intéressant, la notion de robustesse versus la notion de performance. Merci beaucoup, Fabienne. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr.
Allez, c'est une saga familiale comme on les adore, avec derrière elle plus de 150 ans d'histoire et toujours un attachement au savoir-faire artisanal, aux puissantes valeurs du terroir, mais aussi aux exigeantes nécessités de l'innovation. Nous poussons les portes de l'usine Bigalet à Virieu-sur-Bourbre. Chacun connaît les sirops et apéritifs, alors nous plongeons ensemble dans les cuves de macération et les alambics avec Olivier Giffard. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je dis sirop Bigalet, mais pas uniquement. Il y a aussi des apéritifs, des alcools. Ben oui, puis d'ailleurs l'entreprise a démarré en 1812 avec la partie liqueur, puisque les sirops n'existaient pas à l'époque. Et le premier sirop a été créé en 1905, puisqu'à l'époque on a commencé à se dire que ça serait peut-être bien de faire des produits sans alcool pour les enfants. Parce que votre vrai métier, finalement, c'est distillateur. Oui, distillateur, macérateur, presseur de fruits, enfin un peu tout. Alors dans la gamme, il y a des sirops classiques, des sirops bio, des liqueurs. Parlons rapidement des alcools, toujours à consommer avec modération bien sûr. Petit zoom sur la gamme alcool. Eh bien, la gamme alcool, on a une gamme complète avec des liqueurs de plantes, des liqueurs de fruits. Là, je vous ai amené la nouveauté de l'année, puisque chaque année, on crée des nouvelles recettes. Alors, tout le monde connaît le limoncello. Le limoncello, oui. C'est le mandarinello, c'est la même chose, à part que c'est avec des zestes de mandarine. Et donc, c'est une liqueur qui correspond au concept que l'on veut, c'est-à-dire on n'utilise que des mandarines bio. C'est comme on va utiliser l'écorce, on ne veut pas qu'il y ait de pesticides pour le consommateur. Elles sont produites, on est en Sicile, on est au pied de l'Etna. Et on les fait macérer dans nos cuves de macération, les distille chez nous. Bon, dans les alcools, il y a aussi des pastis, les vins de noix de Grenoble, bien sûr, le génépi, évidemment. Le génépi, bien sûr. Important dans la gamme. Et puis, toutes les crèmes de cassis, de framboise, crème de châtaigne. Oui. Bon, toute une gamme de rhum arrangé aussi. Voilà. Bon, ça c'est la gamme alcool qui représente à peu près 40% de l'activité. 40% de l'activité du chiffre d'affaires. Et les sirops, donc 60% de la production. L'alcool à consommer avec modération, je le rappelle. Et nous, on va s'intéresser aux sirops. On va plonger dans ce savoir-faire. On va revenir un petit peu sur l'histoire. Cette histoire qui est passionnante. Bigalet installé à Val-de-Virieu depuis 1872. Plus de 150 ans, donc. Oui, c'est ça. Félix Bigalet était originaire de cette petite vallée de la Bourbe, là, qui est pas très loin du lac de Paladru. Au départ, il a créé une entreprise à Lyon, en fait, pour être près des cafés, hôtels, restaurants. Et rapidement, il a eu le mal du pays. Il s'est installé à Val-de-Virieu. Et il a racheté une grosse bâtisse qui était intéressante parce qu'elle était près d'une gare. Et à l'époque, toutes les marchandises arrivaient près de la gare. Il y avait même une voie de garage. Il décrochait le wagon. Et après, à la main, il déchargeait les sacs de sucre, les bouteilles, etc. Alors bon, maintenant, la gare, on ne s'en sert plus beaucoup s'il y a un salarié qui vient en train. Mais sinon, bien sûr, tout arrive par camion. Bien sûr. Mais on a eu la chance d'avoir une entreprise, de rester sur le site historique, ce qui est assez rare, parce que souvent, quand les entreprises se développent, elles sont obligées de se délocaliser. Et on a un site qui a une histoire, et ça, c'est important pour nous, parce que quand on voit cette bouteille, il y a 150 ans derrière nous, et ça, c'est fort. Et vous y êtes très attaché à cette histoire. On visite d'ailleurs l'entreprise. On a vu quelques images, juste en face la gare de Virieu. Vous évoquez Félix, donc, qui est pharmacien à la base, et qui a ensuite créé cette entreprise. C'est à lui qu'on doit la fameuse citronnade. Oui, c'est ça. Donc, la citronnade, c'était le premier sirop qui a été créé par Félix Bigalet. Et on a toujours la même recette, c'est-à-dire qu'on achète des citrons qui viennent généralement de Sicile, des fois Espagne s'il n'y a pas la production en Sicile, du citron bio. Et donc, on zeste avec des petites zesteuses. Voilà. On le voit à l'image, là, c'est quand même assez étonnant. Donc, on a des corvées d'épluchage. Voilà, on a des corvées d'épluchage. Alors maintenant, on a aussi des zesteuses électriques. Parce qu'on a quand même, on en fait de plus en plus. Donc, non, mais je parlais de savoir-faire artisanal, on le voit bien, là. Oui, d'accord. Et donc, après, en fait, notre travail, c'est d'extraire les huiles essentielles qui sont dans les écorces, dans les zestes. Donc, par distillation, par macération et distillation et concentration. Et ce terme de citronnade donc, qu'on doit à Félix Bigalet, ça date de début du XXe siècle. Voilà. À l'époque, il l'écrivait avec un seul N pour la petite histoire. Le mot n'existait pas. Il a inventé le mot. Il a inventé le mot. Il a écrit avec un seul N. Et c'était un peu la fierté d'avoir inventé la véritable citronnade.
Bon, le citron qui reste aujourd'hui l'un des principaux produits plébiscités par les consommateurs, hein, avec la grenadine, la menthe et peut-être la fraise. Hein, c'est l'essentiel des ventes. La fraise et la pêche. La pêche aussi. Bon, et Bigalet est toujours une entreprise familiale. Hein. Oui, tout à fait. 4 générations après. 4 générations après, on a une société familiale dans laquelle on a fait rentrer nos enfants. Et c'est vraiment l'objectif. Elle a toujours été. Moi, je suis marié avec une Bigalet, hein, donc bon, ça tire vers la belle famille, mais bon, ça reste la famille. Ouais. Hein, de toute façon, une famille, c'est large. Hein. Et l'objectif, c'est qu'on veut vraiment que l'entreprise reste familiale le plus longtemps possible. Même si pendant, parce que moi je vais bientôt m'arrêter pour la retraite, même si pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, personne de la famille Nive travaille, c'est pas grave. On va continuer de la suivre et peut-être qu'un jour il y aura un enfant, un neveu, un cousin qui rentrera et très bien. Bon, puis pour la petite histoire, Olivier, même si c'est la belle famille, vous aussi, vous êtes tombé dans le sirop tout petit, hein, parce que les Giffard sont plutôt installés du côté d'Angers, voilà. Mais ils sont aussi une puissante famille de fabricants de sirop. Hein. Voilà, tout à fait. Donc les 2 entreprises, d'ailleurs, se sont mariées en 2010, hein, Giffard et Bigalet. Alors, quelques mots sur les produits, parce que la gamme est impressionnante, une 60aine. Je regarde Karen, parce qu'elle est passionnée par les parfums Bigalet. Donc, elle pourrait nous faire les 60 produits différents, avec des parfums. Enfin, j'évoquais la fraise, la menthe, bon, que tout le monde connaît. Mais enfin, là, vous nous avez amené les dernières nouveautés, par exemple. Oui, voilà. Donc, en fait, chaque année, on crée un parfum, voire 2. Pour les parfums, et bon, il faut surfer un petit peu, il faut surfer sur les tendances, les modes, etc. Et après se dire, est-ce qu'on est capable de faire ça dans les valeurs qu'on souhaite le faire. Donc par exemple, l'année dernière, on a sorti un sirop de thé vert à la menthe, puisque les boissons à base de thé sont tendance. Mais un sirop de thé tout court, c'est un peu fade. Donc on s'est dit, on va rajouter de la menthe pour donner de la fraîcheur. On a pris une menthe pas trop poivrée pour que l'équilibre... pour que la menthe ne l'emporte pas sur le thé. Bah oui. Donc c'est tout un travail d'équilibre que l'on va faire. Plus classique, on a sorti un sirop de sapin qui nous était demandé pour les magasins de montagne, donc qui est fait avec des bourgeons d'épicéa, donc des bourgeons qui sont ramassés au mois de mai à cette époque. Donc c'est les jeunes pousses et qui sont très riches en résine et en aromatiques. Donc on va extraire le parfum de ces bourgeons qu'on va utiliser aussi dans la liqueur de sapin. On a des process communs entre le sirop et la liqueur. Et puis, en nouveauté, vous voyez, on innove. On a sorti, le Spritz, c'est à la mode. Hein, c'est une boisson qui est très à la mode. C'est le préféré de Karen, visiblement. Oui, et la violette. Donc, ce parfum Spritz, alors évidemment, c'est à consommer avec, du coup, de l'eau pétillante. Oui, alors voilà, tout à fait. On peut tout à fait le consommer avec de l'eau pétillante, puisque dans notre recette de Spritz, on va avoir des agrumes, c'est-à-dire du pamplemousse et de la mandarine, et de l'amertume, puisque dans un Spritz, on cherche de l'amertume qui vient de gentiane et d'orange amère. Bon, alors on aurait pu parler, Violette, Karen en a parlé, mais on aurait pu parler aussi de Barbe à Papa, hein, oui. Le parfum Barbe à Papa, qui n'est pas du tout chimique. Non, Barbe à Papa, en fait, c'est un mélange de fraises et de vanille, voilà. Et c'est ce côté très doux qu'aiment les enfants. Bah tiens, j'en profite pour une petite question. Qu'est-ce qu'il y a dans le sirop de grenadine ? Il n'y a pas de grenade, si ? Alors, dans le sirop de grenadine, chaque fabricant de sirop a sa recette de grenadine. Alors la vôtre ? Et dans la nôtre, il y a du jus de grenade, on y tient. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut qu'il y ait des fruits rouges et de la vanille. Donc dans le sirop Bigalet, il y a de la grenade, il y a de la groseille, il y a de la framboise, il y a du sureau, du cassis. Après, de la vanille, qu'on fait macérer des gousses de vanille, une petite note de citron pour l'acidité. Et la vanille, en fait, amène la douceur et c'est le côté vanillé qu'aiment les enfants. Alors vous avez parlé de macération parce qu'on va revenir un petit peu sur les techniques de production qui sont assez simples et j'allais dire assez ancestrales. On parle là de faire macérer une matière première dans de l'alcool pour en extraire l'essentiel et puis après il y a une distillation avec un alambic. Oui, en fait on a plein nous notre travail c'est d'extraire le parfum de plantes ou de fruits. Donc ça peut être des simples pressages, on va prendre des fruits qu'on va presser. On va récupérer un jus qu'on va incorporer dans le sirop de sucre. C'est le cas pour ce qu'on fait notamment pour les sirops bio, ce qui nous permet d'avoir des fruits de la région. Après, il peut y avoir effectivement des macérations, des distillations. On va distiller des fruits, des plantes. Tout ce qui est écorce, citron, orange, mandarine, c'est des distillations parce qu'on veut récupérer les essences qui sont dans les zestes. Il peut y avoir des infusions à l'eau chaude, à l'eau froide. Il y a pas mal de... Vous êtes des petits chimistes, en fait. Oui, voilà. C'est ça qui nous plaît. Et puis, alors, la règle, en revanche, c'est que dans un sirop, il y a 50% de sucre. Oui, ça, c'est une définition, c'est un décret européen. Il y a minimum 50% de sucre, parce qu'en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sirop, c'est la seule boisson qui peut se conserver longtemps sans conservateur. Et en fait, le sucre est un conservateur naturel. Vous avez beaucoup insisté, Olivier, sur les matières premières. Et je sais qu'elles sont importantes, notamment avec un approvisionnement très sourcé, hein, et notamment au niveau local, quand c'est possible. Voilà. Donc, ça fait partie aussi de nos... On a beaucoup travaillé sur le resourcing local de nos produits. Maintenant, on a toutes les plantes. On achète une trentaine de plantes. Elles viennent toutes de la région. Il n'y a que les épices, bien sûr, les clous de girofle, bon, qui ne viennent pas de la région. On espère que ça ne viendra pas parce que ça serait mauvais signe. Voilà. Sur les fruits, pareil, tout ce qui est fruits rouges, on a producteurs de cassis dans la Drôme, les myrtilles qui sont récoltées en sauvage dans l'Ardèche. Là, on voit le Génépi, dans les Hautes-Alpes. Voilà, le Génépi dans les Hautes-Alpes. La semaine dernière, on était voir une productrice de Génépi qui, justement, pour voir où on en était les récoltes. Et justement, on parlait de robustesse tout à l'heure. Et en fait, ils ont des gros problèmes. Le réchauffement climatique est très, très important dans les Alpes. Et justement, ils sélectionnent les brins les plus robustes pour les repiquer les années suivantes. Ouais, alors justement, sur le Génépi, moi j'ai lu une anecdote assez intéressante. Justement, pour essayer de limiter les aléas climatiques d'une année sur l'autre, vous avez une réserve importante de Génépi. On a 18 mois de stock. Voilà, il y a du stock au cas où. Ah ben oui, en fait, on joue à fond sur c'est ce que vous disiez. Nous, on sait que ça va être de plus en plus compliqué. L'année dernière, il y a une récolte de Génépi quasi nulle. Bon, si on n'avait pas eu cette année de stock, on perdait toutes nos ventes. Voilà qui illustre la robustesse dont parlait Fabienne tout à l'heure. Donc, des recettes classiques et puis des recettes innovées, 2 parfums par an, disiez-vous. Comment est-ce qu'on invente une nouvelle saveur de sirop ? Déjà, il faut trouver l'idée. Hein. Donc, l'idée, on les prend auprès de nos fournisseurs, nos clients, les commerciaux, on regarde ce qu'en font les autres, hein, voilà. Et après, une fois qu'on a l'idée, nous, on a un cahier des charges parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, hein, au niveau de nos sirops. Il faut qu'on ait 60% d'ingrédients naturels. On veut utiliser si possible des fruits de la région. Alors, si possible, en agriculture raisonnée ou bio, ou alors, c'est pas toujours possible, hein, donc, dans la mesure du possible, ou avec une origine, ce qui est le cas de la mandarine. Et après, il faut qu'il soit bon. Donc, il y a un travail de laboratoire. On a un groupe de dégustation qui se réunit toutes les semaines. On est 6. On goûte les sirops. Karen est intéressée. Voilà. Et tant qu'on a au moins pas minimum 5 personnes sur 6 qui valident le produit, on retravaille. Après, on va le refaire goûter par nos commerciaux. Et après, il y a le test de vieillissement. Parce que le produit, il est bon. Et puis, 6 mois après, on le regoute. Il a changé de goût. Crac, il faut tout recommencer, etc. Donc, il y a des fois des sirops, en fait, on n'y arrive pas. Des parfums, on n'y arrive pas. Puis à la fin, on dit, on n'y arrive pas. Tant pis, on ne le lance pas. Il faut qu'il soit bon, sinon on le lance. C'est 6 mois à 1 an de recherche et développement, mois, en gros, c'est ça. Ouais. Passionnant, passionnant. Et puis, évidemment, on l'a vu, des techniques artisanales additionnées à cet esprit d'innovation. Aujourd'hui, Bigallet, c'est 43 salariés, donc une 43. Entreprise qui fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a bien grandi ces dernières années. 2 millions de bouteilles de sirop produits chaque année, 500 000 bouteilles pour les alcools. Et des canaux de distribution, on a vu là sur les images des camions Bigallet, un canal de distribution que vous avez voulu conserver en interne. Oui, tout à fait. On y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'on a nos propres chauffeurs-livreurs. On a le commercial qui visite les clients, qui prend les commandes. Et après, on livre nous-mêmes les clients. Et ça, on y tient beaucoup. Et les clients sont très attachés à ça. Puisque pour nous, dans les valeurs Bigallet, l'humain, c'est très important, le contact. Et en plus, on voit que c'est ces choses qui se perdent dans notre société, donc on y tient beaucoup. Il y a le contact humain, le chauffeur, il connaît son client. On a des fois les clés des caves, hein, on rentre directement, hein, donc ça, c'est fort. Et si le client dit, tiens, tu as vu, l'étiquette est un peu de travers, on va récupérer la bouteille, on va lui rendre, etc. Et en plus, ça nous permet de récupérer les bouteilles vides. Oui, ça c'est important, on va en parler. Mais juste avant, vous parliez des clients, pas de grande distribution chez Bigallet. Voilà, c'était un choix qui avait été fait par les frères Bigallet dans les années 80. Parce qu'en fait, on a 4000 clients, un peu plus de 4000 clients. Et donc, on ne peut pas être partout. Effectivement, si on va en grande distribution, le petit commerce qui risque d'être un petit peu plus cher, on va le tuer. Donc, le choix avait été fait de ne pas aller en grande distribution pour privilégier le petit commerce. Donc, les épiceries, les magasins de producteurs, les jardineries. Ouais, les caves, les bars, hôtels, restaurants, bien sûr. Alors, historiquement, Bigallet, c'était uniquement bar, hôtel, restaurant. Hein. Bien sûr. Et tout ça, 80% des ventes dans la région Auvergne. Dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. Même si vous commencez à lorgner un petit peu vers l'export. Oui, parce qu'en fait, le développement de la région est quand même un peu limité.
Donc on cherche un peu de développement, pas trop, puisqu'on n'a pas des objectifs de grand développement, mais malgré tout, un peu de développement, c'est quand même rassurant. Et donc on a un jeune commercial qui commence à démarcher l'export proche, Belgique, Allemagne, Hollande. Et bon, c'est long, mais ça va porter ses fruits un jour, c'est sûr. On vous trouve un peu en Italie. Moi, je vous ai déjà vu un peu en Italie quand même. Oui, légèrement sur la bordure. Ouais. Bon, vous parliez de récupérer les bouteilles. Alors, Bigallet est impliqué avec beaucoup de volontarisme dans une démarche de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec un nouveau site qui va voir le jour dans les mois qui viennent, des panneaux photovoltaïques pour réduire l'empreinte carbone. Et puis, vous le disiez, cette volonté de réutiliser les bouteilles vides. Oui, en fait, on a fait notre bilan carbone et on s'est rendu compte que la principale facteur d'émission, c'est le verre. Et en fait, ce n'est pas une émission directe, c'est une émission indirecte. Donc, on a déjà beaucoup travaillé sur la réduction du poids de verre des bouteilles, sur l'augmentation du pourcentage de verre recyclé dans nos bouteilles. C'est pour ça que des fois, on accepte d'avoir des bouteilles pas forcément hyper transparentes, mais légèrement teintées. Mais c'est parce qu'il y a plus de verre recyclé. Et après, pour aller plus loin, on s'est dit il faut qu'on se lance dans la récupération de bouteilles. Donc, on travaille pour le moment uniquement avec nos clients cafés-restaurants, puisque comme on a la chance d'avoir nos camions qui livrent, ils peuvent récupérer. On leur donne des caisses plastiques. Et après, on va récupérer les caisses de bouteilles vides. Mais c'est quand même super compliqué. Oui, c'est une filière qui se met en place. Ouais, c'est long, mais en tout cas, mais on démarre. L'enjeu est important. Et on sait que de toute façon, de plus en plus, il faudra aller là-dessus et on préfère être plutôt en avant qu'en arrière. Passionnant. Karen? Non, moi, j'aimerais vraiment rejoindre votre groupe de goûteurs, bénévolement, bien sûr. Mais sinon, voilà, moi, je suis... Vous avez visité l'entreprise, elle se visite. Alors, moi, je connais juste la boutique, mais je serais ravie de visiter l'entreprise, évidemment. Ouais, c'est une visite passionnante. Fabienne, quelle belle entreprise, une saga familiale. Oui. C'est toujours chouette quand on voit une entreprise du territoire. Enfin, ça donne du sens quand on dit on travaille sur un territoire, on vit avec nos entreprises. Et puis il y a des entreprises qui sont totalement différentes. Quand on parle de Minalogic ou quand on parle de Bigallet, on est vraiment sur deux registres complètement différents. Et c'est super riche, quoi. Avec cet ADN pour l'innovation quand même, le sens de l'innovation, de l'adaptabilité. Exactement. Et l'envie de durer, quoi. Donc on travaille vraiment sur ce que vous dites, la robustesse, c'est vraiment ça. L'objectif, nous, c'est de durer. Donc les décisions qu'on prend, c'est pas sur du court terme, c'est vraiment sur du long terme. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que... Si un jour vous avez envie de domotiser vos bouteilles pour savoir où elles vont, on vous trouvera des solutions technologiques auprès de notre réseau. En tout cas, le sirop, par définition, une boisson économique, familiale. On est tous adeptes. On rappelle qu'avec 1 litre de sirop, on fait 9 litres de boisson. Oui, bientôt 10, puisqu'on travaille sur pour augmenter la concentration, 1 plus 9 égale 10. Bon, puis on fait aussi des desserts, des cocktails, enfin ça sert à tout. Des glaces. Des glaces, plein d'usages, des spritz. Un bel avenir pour Bigallet. Merci infiniment. Merci d'être venu nous présenter cette belle entreprise, Olivier Giffard. Karen Amram-Prévost, merci pour Minalogic. Et puis Fabienne Baucher, au plaisir de vous revoir dans Alpes Décideurs. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur internet tgplus.fr. À très vite. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.